Je vous présente Van Schneider, un brillant agripreneur du Congo-Brazzaville, qui a baigné depuis son jeune âge dans l'agriculture grâce à ses parents. Et c'est la passion qui lui a permis de continuer dans ce domaine et de se lancer il y a 7 ans en indépendant. Il nous donne son avis, ses observations et ses conseils sur la diaspora et le secteur agricole en Afrique. Je peux privilégier dans un premier temps. Donc déjà, lorsque, disons, une personne de la diaspora nous contacte en venant avec ces mots-là, on comprend qu'il y a deux raisons. La première raison, c'est d'abord l'envie de faire un comeback au pays et d'émerger dans le secteur agricole parce qu'il est convaincu que l'agriculture, c'est un réel levier de développement. Et deuxièmement, lorsqu'il pose la question de savoir quelles sont les cultures rentables, ben voilà, justement, c'est une façon pour lui de considérer qu'effectivement, je dois me faire de l'argent dans l'agriculture. Je ne vais pas aller pour perdre, je vais pour gagner. Donc, je dirais que leur raisonnement est un peu hybridé. D'un côté, ils viennent avec l'envie de développer l'agriculture et de l'autre avec une envie massive aussi de se faire de l'argent. Donc, ce sont les deux motivations qui les animent. Voilà, c'est un peu ça. Oui, d'accord. Et justement, qu'est-ce que vous en pensez justement de ce qu'on entend sur les grands rendements de l'agriculture, justement ce qui les motive à se lancer massivement sur ce type de métier-là finalement? Bon, je dirais déjà que dans l'agriculture, généralement, il est interdit de vendre le rêve parce que en agriculture, tout est concret. Bien qu'il ait constaté qu'il y a pas mal de publications qui pullulent un peu sur les réseaux sociaux, dans lesquelles on vante également des sommes astronomiques que l'on peut gagner sur telle ou telle spéculation. Et puisque voilà, c'est la diaspora qui est plus active sur les réseaux sociaux parce que voilà, l'internet est nettement plus aisé à l'étranger qu'ici. Donc, disons que la diaspora imprime un peu ces informations-là dans leur conscience et se disent qu'obligatoirement, l'agriculture, c'est des gros chiffres, l'agriculture, c'est des gros gains, sans trop avoir même le sens réel de la chose. Voilà, on considère l'agriculture dans un sens purement je dirais, financier, sans savoir que le résultat financier n'émane que d'une bonne technique appliquée. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord. Et du coup, est-ce que vous pensez qu'on peut devenir rapidement millionnaire justement avec quand on se lance dans l'agriculture en étant débutant, etc. Est-ce que c'est quelque chose de possible à vous? Vous pensez que voilà, les communications qui sont faites, est-ce que voilà, si on n'y connaît rien, on arrive et on peut tout de suite être gagné au loto finalement? Bon, il y a deux facteurs qui se posent. Il y a deux facteurs qui se posent. Il y a des gens qui peuvent devenir, je dirais tout de suite, normalement, j'ai mon point de vue à défendre, je dirais déjà que il est quasiment difficile, voilà, de s'enrichir tout de suite dans l'agriculture parce qu'il faut avoir beaucoup d'expérience d'abord. L'agriculture baptise toujours au premier venu. Ça, je ne vais pas vous le mentir. Pour toute personne qui s'est lancée premièrement dans l'agriculture a toujours reçu ce qu'on appelle par un baptême de nouveau venu. Donc, voilà, on ne peut pas échapper à ça. Et souvent, ça prend beaucoup de temps. Ça peut perdurer pendant 2 ans, ça peut perdurer pendant 3 ans. Et généralement, ce qu'on investit n'est pas à la hauteur de ce que l'on récolte. Le plus souvent, l'on roule la perte les 2 premières années, voire les 3 premières années. Donc, dire que voilà, on va s'enrichir tout de suite une fois qu'on va se lancer dans l'agriculture, il faut vraiment mettre des garde-fous. C'est-à-dire, ce n'est pas soi-même qui est au centre même de l'activité. Mais là, on a misé de l'argent, là, on a mis l'argent en jeu, là, on a mis l'argent sous table pour recruter des personnes les plus expérimentées et qu'on les a mis sur le terrain. Et ce sont ces personnes-là, finalement, qui mettent en exergue leurs connaissances pour finalement produire un résultat. Et c'est dans ce contexte-là, justement, que on peut dire qu'un novice, voilà, un novice peut devenir un millionnaire en un rien de temps s'il est bien entouré d'une bonne équipe, des personnes qui sont déjà assez expérimentées, qui ont plusieurs années d'expérience pour avancer. Mais si ce dernier décide voilà, lui-même de se mettre au premier plan, alors ça sera un peu difficile. Il faut un maximum de temps, minimum, je dirais, 5 ans, voire 6 ans. Et tout dépendra aussi des skills cultives, aussi de la demande de son marché. Et donc, c'est un peu ça. Sinon, ce qui peut être retenu, c'est qu'il est quasiment difficile de devenir millionnaire au premier abord. Il faut un minimum de temps, il faut un minimum d'expérience afin de jouer les réelles merveilles de l'agriculture. Voilà. D'accord. Et par contre, qu'est-ce que vous pensez justement de la diaspora qui reste en fait chez eux finalement, vivre en Occident et qui se lance comme ça à distance?
Bon, je dirais que c'est une procédure un peu dérisoire, à tendance un peu obsolète, parce que là, on ne fait pas l'agriculture en tirant sur les ficelles, c'est-à-dire que vous êtes assis et vous tirez les gens à distance, vas-y, fais ça. Non, ça ne marche pas comme ça, parce que c'est un secteur concret où tout acte posé engendre une conséquence. Ça peut être dans le bon sens, ça peut être une conséquence positive, tout comme une conséquence négative. Mais la plupart des cas, vous savez, nous sommes en Afrique, on parle quand même de la diaspora africaine, et négocier un projet à distance, étant en Europe, et tirer les gens à distance, c'est pas facile. Il y a de l'escroquerie aussi. Il y a aussi ce dévouement-là au projet. Les personnes que vous confiez la gestion de votre projet à distance ne seront peut-être pas dévouées au même degré que vous. Ils n'ont pas, disons, la même vision que vous. Vous avez une certaine vision, c'est de procéder comme ça, c'est de procéder comme ça. Mais ces derniers, leur seule motivation se limite au simple fait que tant qu'il y a de l'argent sur la table, ils vont travailler. Et lorsqu'il n'y a pas de l'argent, ben la motivation s'estompe un peu. Donc, il sera un peu difficile pour la diaspora de faire leur premier pas dans l'agriculture en étant à distance sans avoir fait un contact direct avec le métier en lui-même. Donc, ce que je conseillerais en passant, c'est de faire ce qu'on appelle par une période d'immersion. C'est la période qui consiste justement à s'autodéterminer. Est-ce que ce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est réellement ce qui se vit sur le terrain? Cette période d'immersion-là, en commençant par des petites superficies, va être déterminant pour celui-ci de se dire, est-ce que je dois continuer dans la chose? Est-ce que je dois emprunter cet itinéraire-là? Donc, il y a beaucoup de choses, en tout cas, qui peuvent se révéler après la période d'immersion. C'est-à-dire, c'est-à-dire la personne concernée, donc la diaspora, devra faire un petit comeback au pays pendant un petit temps, négocier avec des petites superficies, en tout cas des superficies, en tout cas très, très, très moyennes, dans lesquelles il pourra emblaver les spéculations dont il voudrait emblaver, tester le marché, tester les techniques agricoles apprises, et voilà, et s'auto donner la conclusion à la fin. Est-ce que voilà, c'est réellement ce qui se dit sur les réseaux sociaux et sur la suite, voilà, c'est un peu ça. D'accord. Donc quand vous dites de se lancer sur une petite surface, c'est quoi finalement la petite surface? Bon, je dirais que c'est une façon de procéder, c'est une procédure sécuritaire, je veux dire, une procédure sécuritaire parce que la plupart des temps, la diaspora voit les choses en grand. Voilà, la diaspora ne voit pas les choses en petit. Puisque j'ai le fait d'être en Europe et de gagner de l'argent, on a une économie assez solide. Et lorsqu'on veut investir dans un domaine, on va pas investir les 200 euros, 300 euros obligatoirement. On veut mettre beaucoup d'argent. Et l'erreur commise, c'est quoi? C'est qu'on va souvent à l'échelle hectariale, c'est-à-dire qu'on voit les 2 hectares, 5 hectares, 6 hectares. Et lorsque je dis des petites superficies, c'est la masse sécuritaire pour protéger non seulement son argent, mais aussi c'est de déterminer réellement la rentabilité de la chose, parce que l'agriculture n'est pas rentable à tous les niveaux. Voilà, et c'est pas toutes les spéculations qui sont rentables dans tous les pays, excusez-moi. Et je suis par exemple un producteur de concombre. Je produis du concombre tous les 2 mois chez moi ici au Congo. Et le concombre, c'est une spéculation de 45 jours par excellence que je conseillerais à tout Congolais, à tout jeune Congolais qui veut se lancer dans l'agriculture. Mais vous verrez que le concombre au Congo est très rentable. Le sac peut varier de 17 000 francs, de 15 000 francs à 20 000 francs. Donc environ, nous sommes à 25 euros, voire quelque chose de 26 euros par là, un sac de concombre. Donc vous imaginez que le même prix du sac, c'est pas la même chose qu'on retrouve par exemple au Mali. Au Mali, on va rencontrer le sac au prix de 5 000 francs, au prix de 6 000 francs. Donc, obligatoirement, lorsque la diaspora regarde ça, à l'étranger, il est en France, il va justement remarquer que, ben voilà, Van Schneider fait le concombre dans son pays, il arrive à vendre à 17 000 francs le sac, 20 000 francs, et voudrait aussi reproduire la même chose au Mali. Et finalement, lorsqu'on se lance, même lorsque ça réussit, on est très surpris que la rentabilité n'est pas là. Oui. Voilà. Donc, pour éviter tout ça, surtout lorsqu'on s'est lancé à grande échelle, on lance 1 hectare de concombre, on lance 1 hectare de gombo, et finalement, même lorsque la production réussit, et quand on arrive sur le marché, on se rend compte que c'est pas rentable. On vend à des prix totalement dérisoires. Voilà, donc la période d'immersion en lançant des superficies, disons, amoindries, nous permet de déterminer la rentabilité de l'activité, de sécuriser son argent également. Certes, ça va prendre un peu de temps,
Mais il est très important de procéder de la sorte. Voilà, parce qu'on n'aimerait pas que les gens se lancent dans l'agriculture la première année et abandonnent au vu des différentes réalités qu'ils vont rencontrer. Il est plus facile de gérer une superficie minime que de gérer une grande superficie lorsque l'on rencontre une maladie ou bien un ravageur, d'autant plus qu'on est un peu dénué de connaissances approfondies. Alors, le mieux serait de conseiller la diaspora d'aller sur des petites étendues la première année et la deuxième année d'échelonner maintenant sur des superficies un peu moyennes. Au fil des années, prendre de la superficie et en sous-entendant que par là aussi l'expérience va prendre de la vigueur. Voilà, c'est un peu ça. Oui, surtout oui, quand on est novice, etc. C'est vrai que il y a tout un aspect climatique, même phytosanitaire, vous en parlez aussi, à pouvoir gérer parce que parfois on fait sur le papier finalement tout un plan. On se dit oui, on investit tant, on va gagner tant, mais finalement la réalité parfois elle est pas au rendez-vous. Et ça, il faut le savoir aussi. Oui, en effet, effectivement, l'un des problèmes, on appelle ça généralement comme ça, des fiches technico-économiques qui vendent un peu, disons, le projet dans lequel on se projette déjà un millionnaire, parce on va demander une fiche technico-économique de la tomate, ou bien encore du poivron, voire du piment. On se rend compte que la rentabilité, généralement, est de 100% par rapport au montant investi, voire 300% lorsqu'on investit 1 million de francs CFA. La fiche prévoit que l'on peut gagner 3 millions de francs CFA. Et c'est ça aussi qui tue un peu l'approche agricole, parce que les gens viennent avec la base échelle, ils ne gagneront pas grand-chose dans un laps de temps défini. Donc, on préfère plutôt s'engager tout de suite sur des grandes superficies, parce que voilà, une telle fiche économique prévoit cela. Et puisqu'on parle bien de l'agriculture et que l'agriculture est gangrénée par multiples réalités, notamment les problèmes phytosanitaires, et c'est souvent ce problème-là qui revient le plus souvent. Et croyez-moi, vous allez faire des enquêtes, vous allez mener des enquêtes, vous remarquerez que la plupart des gens échouent dans l'agriculture, pas parce que ils ont peut-être eu une mauvaise main-d'œuvre, parce qu'il faut aussi le dire que le problème de main-d'œuvre en Afrique, on va rebondir sur ça, j'en passe, est un problème, mais souvent c'est le problème phytosanitaire qui s'impose. Il est plus facile de gérer un problème phyto sur une étendue raisonnable que sur une étendue, disons, un peu trop avancée. Pourquoi? Parce que déjà, en Afrique, nous avons ce qu'on appelle par un problème d'accès aux produits phytosanitaires de qualité. Et nous avons aussi de l'autre côté un problème du bio. Bon, certainement, vous me posez des questions sur ça, entre le bio et l'agriculture conventionnelle, qu'est-ce qui est plus adapté? Mais je dirais plutôt que, voilà, les échecs, c'est ce qui nous attend dans l'agriculture. Mais on saura mieux gérer l'échec si on partait sur les superficies jugées raisonnables et ne pas trop se fier à des fiches technico-économiques que l'on nous délivre ici et là. Voilà, parce que c'est toute une autre réalité que l'on vient vivre sur le terrain. Voilà. D'accord, ok. Non, mais c'est bon à savoir parce que finalement, c'est là où on peut se lancer en fait dans l'agriculture de manière en fait correcte, avec une vision où on peut investir et ne pas en fait avoir de gains. Et ça, c'est très important, je pense, de l'avoir en tête parce qu'il y en a qui se disent non, j'investis tant, je vais gagner. Alors que finalement, là, vous le dites aussi, peut-être que ça peut prendre 2-3 ans avant d'avoir son premier gain finalement. Ah oui, oui, effectivement. D'ailleurs, moi-même, je vous parle, je ne vais pas vous le mentir, hein. Ça fait 7 ans que je suis dans l'agriculture et croyez-moi, si l'agriculture pouvait engendrer des millionnaires aussitôt, peut-être que je serais déjà un grand millionnaire depuis. Vous imaginez que, voilà, ça prend quand même beaucoup de temps. Nous sommes en processus de devenir, mais je tiens aussi à notifier que, d'ailleurs, même vous avez parlé du gain, vous ne précisez pas le mot millionnaire parce que sur les réseaux sociaux, c'est ce qui est dit. Et en passant, j'aimerais aussi attirer l'attention de la diaspora, c'est que on ne se lance pas dans l'agriculture avec une pure vision de devenir forcément millionnaire. Voilà, celui qui fait des études de droit pour devenir avocat ou avocate ne veut pas devenir millionnaire grâce à son métier, mais aimerait gagner sa vie et avoir le strict nécessaire pour s'acquitter de ses besoins, de ses charges mensuelles, avant tout. Donc, obligatoirement, nous autres, en tout cas pour toutes les personnes qui nous suivent, le conseil à donner, c'est de regarder d'abord l'agriculture comme un secteur dans lequel on peut travailler et puis peut nous générer du gain pour pouvoir s'occuper de nous. Maintenant, la question de devenir millionnaire, bon, ça c'est relatif. Voilà, ce sont les besoins assez personnels. Contrairement à ce qui est dit sur les réseaux sociaux, on croit que se lancer dans l'agriculture, c'est tout de suite devenir millionnaire. Et d'ailleurs, même dans la communauté, lorsqu'on entend que tu es agriculteur,
on sous-entend que tu dors sur les billets d'argent. Or, ce n'est pas forcément ça. Voilà, je ne veux pas vous le mentir, c'est tout un processus. Mhm. Et devenir un millionnaire dans l'agriculture, il faut opérer beaucoup de sacrifices, il faut en tout cas beaucoup d'investissements qui peuvent prendre beaucoup d'années, je dirais, on peut aller à 10 ans, 20 ans, ça prend beaucoup de temps, madame, il faut le savoir, parce que plus les gens sont éveillés dans l'agriculture, plus il y a un impact un peu négatif sur les ventes au marché. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous prodiguons des conseils au quotidien, lorsque nous formons, ce sont des personnes qui vont se lancer. Et vous savez que plus les gens se lancent dans les mêmes spéculations, plus le marché devient étouffé au fil des années. Et moins la rentabilité des produits maraîchers se constate. Il y a de cela, je prends un exemple simple, il y a de cela 3 ans, au Congo, le panier de tomates de 60 kilos pouvait se vendre à 50 000, 45 000 francs CFA. Mais aujourd'hui, on constate que le prix maximum, c'est peut-être 27 000, tout simplement parce que il y a maintenant un afflux de producteurs qui sont sur la même sur les mêmes produits. Donc, ouais. Voilà, au fil des années, la rentabilité de l'agriculture aussi va baisser en raison que voilà, nous produisons plus, mais nous transformons moins. Donc vous comprenez qu'il y a plus de denrées brutes sur le marché que de ce qui est transformé. Donc c'est un peu ça. Donc lorsque la diaspora vient émerger dans l'agriculture, c'est avec des grandes visions, certes, mais il faut aussi regarder à côté que on peut produire, mais on n'est pas rentable. Voilà, on n'est pas suffisamment rentable. Voilà, il faut accepter cette réalité-là. Et c'est plusieurs facteurs qui sont à l'origine de ça. Ah Voilà. oui, mais ça, c'est important de le dire, effectivement, parce que c'est vrai que se lancer avec une idée aussi forte de pouvoir être millionnaire et finalement après voir de la déception, hein, tout à l'heure vous en parlez aussi, bah, finalement ça fait arrêter les gens. Ils se disent non, bah, on arrête, c'est pas rentable, c'est pas intéressant. Alors que finalement, faudrait déjà venir vers l'agriculture pour autre chose, pour le développement, développer la transformation. Effectivement, on a tellement en fait d'enjeux où justement on a besoin de moyens pour pouvoir développer. Bah là, on parle de la tomate, faire de la sauce tomate, etc. Ça, c'est vraiment des besoins, hein, finalement, au lieu de toujours importer, parce que au niveau de l'importation, c'est énorme. Même le Congo apporte beaucoup de matières alimentaires et c'est dommage parce que il y a tellement de terres disponibles, il y a tellement de possibilités. Que l'on doit prendre une machette et une houe pour aller travailler la terre. Mais se lancer dans l'agriculture, c'est s'intégrer même dans la chaîne de valeur agricole. Lorsqu'on parle de la chaîne de valeur agricole, l'on fait allusion à la production, voilà, au transport et à la transformation et à la distribution. Voilà. C'est comment personnellement je dirais que les aspirations de la diaspora ne devons pas peut-être se porter uniquement sur la production. Parce que côté production, je pense que nous qui sommes sur place, nous arrivons déjà à assumer cette partie-là. Mais la diaspora devrait plutôt solutionner les problèmes que nous rencontrons dans l'agriculture. Et lorsque je parle des problèmes que nous rencontrons dans l'agriculture, c'est-à-dire la diaspora peut venir avec des projets de vente des semences de qualité. Voilà, c'est aussi un problème majeur. Vente des produits phytosanitaires de qualité. Vendre des outils, des engins agricoles, parce qu'aujourd'hui, l'agriculture africaine est encore embryonnaire, totalement manuelle. Donc, il faudrait un peu la mécaniser. Pour la mécaniser, il faudrait que l'agriculteur ait accès aux machines et qui lui permettent de travailler. Voilà. Et lorsque la diaspora arrive, la diaspora a quelque chose, la diaspora a les moyens nécessaires d'importer des machines et de faire la promotion, de pouvoir rencontrer les maraîchers, de leur faire des propositions. Et donc, il y a beaucoup de choses. La diaspora est en contact avec des industries européennes qui sont dans la fabrication des machines destinées à la transformation de plusieurs denrées. Donc, la diaspora peut venir avec des projets innovants dans la transformation des tomates que nous produisons, des piments que nous produisons, en fait, de tout denrée qui est transformable. La diaspora ne peut plus venir encore dans le contexte de produire de façon intensive maintenant. Si nous mettons tous dans la production, lesquels vont transformer. Voilà, la transformation ne devrait pas être l'apanage de l'État. Mais je pense que le secteur privé aussi devrait regarder ce secteur avec acuité au vu de ces énormes sommes d'argent que nous dépensons chaque année dans notre importation. Voilà, donc c'est un peu ça.
Oui, effectivement, et même valoriser hein, à l'échelle internationale, parce que on a des produits en fait qui valent de l'or même à l'extérieur même du pays, c'est-à-dire faire des échanges. Par exemple, je sais que le Congo, enfin le Congo et même d'autres pays hein, importent par exemple du riz, etc. Nous, on produit pas à grande échelle peut-être le riz, mais par contre, on a des produits valorisables. Il y a de la mangue, il y a du safou. C'est des produits finalement qui valent beaucoup à l'étranger. Et pourquoi pas faire des échanges comme ça? Peut-être qu'on importe du riz, mais nous, on va aussi montrer en fait nos richesses aux autres, comme des pays asiatiques le font très bien aussi. Ils valorisent vraiment leur production, etc. Et nous, on a aussi cette richesse en Afrique. C'est que voilà, au Congo, on a des mets qui ne se trouvent pas dans d'autres pays, et ainsi de suite finalement. Oui, en effet, et ce qui est sûr, c'est que l'Europe n'importera peut-être, je ne dis pas, on ne dit jamais jamais, bien sûr, mais ce n'est pas demain que l'Europe pourra importer de la tomate transformée venue des pays d'Afrique. Vous C'est comprenez clair. déjà qu'il y a des normes sanitaires qui se posent et puis il y a beaucoup de contraintes déjà même dans l'exportation vers l'étranger. Donc obligatoirement, vous avez évoqué un point très important. C'est d'ailleurs même de s'intégrer même dans les cultures qui sont exportables, que les autres n'ont pas chez eux. Vous avez parlé de la prune, donc du safou. Vous avez aujourd'hui des cultures comme, j'en passe, il y en a beaucoup, que nous cultivons, qui ne sont pas d'ailleurs même valorisées chez nous, mais qui sont valorisées à l'étranger et qui coûtent quand même beaucoup d'argent lorsqu'on voit dans les supermarchés Lidl, Karcher, un peu partout. On constate que voilà, ces produits-là coûtent excessivement très très cher. Donc, je pense que les aspirations doivent être mises dans la production des spéculations un peu particulières aussi, ce qui va permettre un peu de déboucher un peu le secteur agricole parce que un pays un continent qui produit mais qui n'exporte pas, c'est un peu le développement est peu envisageable dans ce contexte-là. Mhm. Voilà, donc il faudrait notamment produire, mais avec des aspirations d'exporter. Mais puisque on ne peut pas exporter de la tomate en Europe, parce que l'Europe, déjà, certains pays européens sont des grands producteurs de tomates, alors il faut donc spécifier les cultures à produire dans l'optique d'exporter. Bien qu'aujourd'hui, on parle du cacao, on parle de l'UVA, on parle du café, et qui sont des produits qui sont déjà exportés vers l'étranger. Mais je pense que nous avons aussi d'autres cultures comme le manioc aujourd'hui. Le manioc est un produit aussi, je dirais, un produit d'avenir Oui. qui va aussi toucher pas mal disons, de personnes parce Mhm. que c'est un produit qui est hautement transformable à l'échelle Oui. industrielle. Oui, Parce oui. qu'on peut aussi faire de l'éthanol, du Voilà, le biocarburant. biocarburant, le sucre aussi, Voilà, un substitut de voilà, sucre. Oui, oui, c'est et un produit qui est effectivement. très recherché, et en plus, il est quand même originaire d'Afrique, mais Voilà. moi j'avais fait justement une vidéo là-dessus. C'est quand même les pays asiatiques qui le transforment le plus et qui en tirent le meilleur bénéfice. Pourtant, c'est quand même le manioc qui vient de chez nous, quoi, finalement. Et c'est quand on voit ça, on se dit, mais il y a quelque chose qui colle pas finalement. Et c'est là où, bah justement, la diaspora, là, peut ramener en fait effectivement des devises sur ce type de choses-là, puisqu'elles ne sont pas physiquement présentes pour faire de l'agriculture, autant qu'elles se mettent en fait Effectivement. à soutenir des projets comme ça qui vont finalement faire émerger des plus grands projets finalement. Oui, en effet, c'est comme je le disais, l'idéal n'est pas seulement d'émerger dans le secteur primaire qui est la production, La mais production. aussi de regarder le secteur de l'industrie, donc même le secteur tertiaire aussi, qui consiste à donner les moyens aux agriculteurs d'émerger. Oui, en Mhm. effet, le manioc, c'est une culture qui est fortement conseillée d'ailleurs pour la gestion à distance parce qu'elle présente moins de contraintes. C'est une culture qui peut être produite dans des conditions hautement élevées, voilà, dans les climats hautement élevés, et puis qui a plusieurs débouchés dans la transformation. Et je ne vais pas vous le cacher, il y a des firmes européennes qui achètent du manioc à l'état brut en Europe et l'exportent plutôt en Afrique, l'exportent en Europe en vue de transformer pour aboutir à l'amidon. Donc vous vous imaginez quand même qu'il y a un réel débouché dans cette spéculation-là. Et tu portes à croire que voilà, il faudrait pas seulement aller dans une tendance piment, gombo ou encore concombre, mais il faudrait bien réfléchir
mettre plusieurs options sur table et de privilégier les cultures qui présentent moins de contraintes lorsqu'on est encore débutant et de voir un peu la portée à l'échelle internationale de cette culture-là et puis d'émerger dedans. Voilà, nous qui sommes ici, laissez-nous les poivrons, laissez-nous les concombres, laissez-nous les gobos, voilà. Et vous venez avec cette optique d'émerger dans les cultures qui sont transformables et puis on va avancer dans ce sens-là. Et il n'y aura pas vraiment une rude concurrence parce que lorsque si la diaspora décidait de faire un comeback général au pays, alors les paysans qui ont très peu de moyens de production se sentiront un peu le coup. Parce que voilà, la diaspora a la capacité de recruter les meilleurs techniciens agronomes pour produire de la tomate à grande échelle et de la disponibiliser sur le marché et puis casser totalement les prix. Vous voyez un peu. Donc du coup, voilà, un paysan qui a déjà du mal à produire serait-ce que sur une superficie de 1000 mètres carrés, espère que, quel que soit le rendement qu'il va avoir, néanmoins, il vendra sa tomate à bon prix. Mais lorsque la diaspora, par exemple, vient, ou bien quelconque personne vient avec les aspirations de produire à grande échelle, il ne viendra pas vendre au même prix qu'un paysan qui produit sur 1000 mètres carrés. Obligatoirement, il viendra un peu casser les prix parce que lui, il est mécanisé, il a les moyens nécessaires, il est rentable à tous les niveaux. Donc, c'est un peu ça. La diaspora devait vraiment regarder le secteur agricole avec beaucoup d'acuité, avec des grandes ambitions de transformer et d'exporter à l'échelle internationale parce que nous déjà nous arrivons déjà à approvisionner le marché local et cependant il faudrait que l'on regarde maintenant un peu outre les frontières de nos pays. Voilà, c'est un peu ça. Franchement, je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, même si la diaspora se mettait à faire de la tomate, autant faire de la tomate transformable. C'est-à-dire arrêter pour laisser justement la place aux producteurs qui sont déjà sur place. Et en fait, eux, aller plus loin, en fait. Au lieu de faire de la tomate pour le marché, faire de la tomate pour la transformer. Parce que finalement, on est des gros consommateurs de tomates, on mange en sauce, etc. Et voilà, aller plus loin finalement. Et ne pas juste regarder, oui, le marché local. Parce que finalement, déjà, il y a des opportunités à l'export, il y a des opportunités à la transformation et c'est ça qui fait rentrer beaucoup plus de devises finalement et ça crée de l'emploi parce que sur place quand on fait de la transformation on a besoin des personnes qui puissent travailler etc et là on agit vraiment pour le bien public entre guillemets. Oui, en effet, on agit vraiment pour le bien public. C'est pourquoi on dit que l'agriculture peut avoir une certaine connotation un peu sociale aussi, bien que souvent dans les interventions on parle de la sécurité alimentaire, voilà, de la disponibilisation de l'aliment sur le marché, la production intensive et tout. Bon, voilà, l'État a un peu ce discours-là et on a comme l'impression que, voilà, on va produire pour aller donner gratuitement aux gens. Mais lorsqu'on vient avec des ambitions de produire des spéculations un peu particulières en vue de transformer et exporter, sans trop étouffer déjà les producteurs qui sont là, on vient aussi avec des ambitions sociales, voilà, des ambitions de développement. Voilà, parce que quand on parle du développement de l'agriculture, on parle en effet du développement de l'agriculteur. On ne doit pas l'oublier. Oui. Voilà, le développement de l'agriculture, c'est connoté du développement de l'agriculteur. Voilà. Un agriculteur qui produit abondamment, mais qui est pauvre, ça sonne faux. Voilà. Un agriculteur devrait normalement être perçu. La valeur de l'agriculteur doit être perçue au même degré que les activités qu'il promène sur le terrain. Voilà, il n'est pas bon de voir un agriculteur qui produit sur des hectares, mais qui est très pauvre et qui n'arrive pas à joindre les deux bouts chaque fin du mois. Donc, obligatoirement, le développement de l'agriculture en Afrique, c'est en effet le développement du métier de l'agriculture. Donc, l'agriculteur est au centre du développement. Et pour que l'agriculteur soit au centre du développement, il faudrait que le marché soit propice pour la vente de ses produits. Il faudrait qu'il n'y ait pas de méventes. Il faudrait que vraiment le climat agricole soit vraiment à son avantage. Donc, c'est un peu ça. Super. Non, mais franchement, je suis vraiment très contente de cet échange-là parce que là, on a quelqu'un d'expérimenté qui sait de quoi il parle et finalement, mais c'est ça la vraie valeur. On sait vraiment finalement quelle est la réalité sur le terrain, qu'est-ce que vraiment les locaux ont besoin finalement parce que c'est là où la diaspora peut se dire ah tiens, je peux soutenir là comme ça, je sais quoi faire parce que c'est ça aussi le problème, c'est qu'on sait pas trop quoi faire, on se dit oui, il y a pas assez à manger mais en fait finalement quand on n'est pas sur place, on ne sait même pas la réalité puisqu'on la vit pas en fait au quotidien et on fait que d'imaginer, on fait que d'écouter en fait celui qui parle
le plus fort et celui qui va vendre du rêve, comme on l'a dit tout à l'heure. Et c'est dommage parce que on agit de la mauvaise manière. Même si il y en a des fois, ils se disent oui, non, c'est comme ça, il faut le faire et tout. Ça va aider tout le monde. Mais finalement, bah là, moi, je viens aussi d'apprendre que ça faisait aussi de la mauvaise concurrence pour les agriculteurs qui sont sur place, qui sont expérimentés, qui travaillent vraiment de manière acharnée parce que vraiment tenir un hectare de terrain, mais c'est pas tout le monde qui peut se lever et le faire comme ça. Et pourtant, il y en a qui continuent à le faire avec amour, etc. Même si, voilà, ils sont pas millionnaires eux-mêmes, hein, mais leur travail doit être valorisé, ouais. Oui, en effet, c'est un peu ça. Aujourd'hui, on a vraiment des grands problèmes d'accès. Les engrais coûtent excessivement cher sur le marché. Vous allez constater que l'accès aux machines, ça reste quand même les motoculteurs qui sont des machines, des outils agricoles disons facilement accessibles sous d'autres cieux. Mais chez nous, aujourd'hui, c'est encore un luxe parce que peut-être un agriculteur sur 10 possède peut-être un motoculteur. Oui. Et un agriculteur sur 10 a la capacité seulement d'acheter de l'engrais pour pouvoir fertiliser toutes ces plantes. Donc, on sous-entend par là qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes autour de l'agriculture, que même dans l'agriculture elle-même d'abord. C'est-à-dire qu'il faudrait d'abord solutionner certains problèmes tout autour de l'agriculture. L'accès aux semences, l'accès aux engrais, l'accès aux produits phytosanitaires, les formations de qualité, l'accès aux machines. C'est d'abord certains problèmes qu'il faut résoudre. Et la diaspora devrait venir dans cette optique-là. Oui. Voilà, pour renforcer. Tenter un peu d'émerger. Parce que c'est un grand marché financier aussi. Il faut quand même le dire, c'est un grand marché, ça représente un grand marché. La vente d'engrais en Afrique, la vente de semences en Afrique, c'est un réel marché. Chaque année, nous enrichissons les importateurs étrangers nous enrichissons, je vais notamment dire les Indiens, nous enrichissons les Japonais qui tiennent des grandes compagnies de semences dans le monde. Alors déjà, là on pouvait créer une synergie, si la diaspora pouvait créer une synergie, investir dans la recherche, investir dans l'importation, disons, des différents mécanismes qui peuvent permettre les producteurs locaux de mieux faire leur récolte et puis avancer, ça sera nettement bénéfique pour les producteurs locaux et même pour la diaspora, parce que c'est une grosse opportunité d'affaires pour eux. Donc, n'est pas seulement regarder le secteur agricole dans le contexte production, mais il faut regarder ça aussi dans le contexte industrialisation et tout. Et même le transport aussi, jusqu'ici, représente un réel problème voilà, de l'agriculture. Vous allez constater, je prends un exemple simple, personnellement, j'ai pu acquérir un moyen de transport qui me permet de sortir mes produits du champ vers la ville. Donc, disons que je suis un peu, du moins, épargné des tracasseries dans le transport. Mais pour ceux qui n'en ont pas, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Un sac de concombre, par exemple, de type que nous chargeons, est facturé à 3 000 francs CFA. Vous voyez un peu? À 3 000 francs CFA, un sac de concombre, vous l'acheminez du lieu où vous l'avez produit jusqu'au marché de coulement. Donc, sur une distance de 120 km par là, on vous facture le sac de concombre à 3 000 francs. Sur une distance de 75 km, l'on vous facture à 1700 voire 1800 francs CFA. Donc, vous imaginez que déjà, si l'on vous prélève 3000 francs sur la rentabilité, sur le revenu de votre sac de concombre, supposons que vous l'avez vendu à 15 000. Vous allez déjà déduire 3000 francs dans les 15 000, il vous reste 12 000 francs. Mais les 12 000 francs jusqu'ici ne représentent pas votre bénéfice parce que dans les 12 000 francs, vous avez à retirer le coût de la sémence, le coût de l'irrigation, donc l'arrosage, le coût de l'engrais. Vous devez aussi ôter le coût de la main-d'œuvre qui a permis, que vous avez payé pour produire ce sac de concombre-là. Et puis, vous voyez qu'à la fin, il vous restera peut-être une marge d'environ qui ne représentera même pas les 20% du montant total du prix d'achat de votre sac de concombre. Donc, disons, la diaspora aussi peut intervenir dans ce sens-là pour alléger un peu les producteurs. Ils peuvent acheter des véhicules au lieu de taxer 3 000 francs le sac de concombre. Ils peuvent mettre en place des services d'évacuation de produits agricoles à moindre coût. Vous voyez que tout ça, c'est des opportunités d'affaires qui vont soulager beaucoup de gens. Ils auront d'autant plus de marché. Et puis, les gens vont les faire confiance. Et puis, ils auront des opportunités aussi devant eux. Donc, c'est tout ça. C'est beaucoup d'avantages en Afrique. C'est beaucoup d'avantages. Ok. Non, mais c'est super. Et là, ouais, ça donne beaucoup d'idées, hein. Beaucoup d'idées, effectivement, d'où on peut s'intégrer pour justement soutenir et développer. Et là, je pense que c'est un bon message à passer.
C'est vraiment un bon message Oui, dans le bon sens. Bah, en tout cas, moi, oui, on est je vous remercie déjà pour cet échange-là. On va couper l'échange, mais franchement, je suis vraiment admirative de votre travail et je pense que vous êtes vraiment inspirant parce qu'on a besoin, en fait, nous, de voir en fait l'expertise. Et là, franchement, moi, j'adhère totalement. C'est toujours un plaisir, madame. Je pense que nous aurons l'occasion d'échanger davantage Oui, sur plusieurs sujets sans trop peut-être en abuser du temps des autres. Prochainement, peut-être qu'on aura l'occasion de parler davantage sur les sujets d'ordre phyto, intégration, combat de la diaspora en Afrique, comment est-ce que cela doit s'effectuer et puis le reste. Et puis voilà, c'est un plaisir pour moi aussi. avec Voilà. grand plaisir. Mm. Oui, oui. Franchement, moi, j'adhère totalement et j'aime beaucoup parler de ces sujets-là. Et je pense que oui, il y a encore plus de choses à dire, mais oui, on va refaire ça avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup.